Maintenant que vous avez appris les bases de JavaScript comme les variables, les fonctions, les tableaux et bien plus encore, il est temps d'appliquer ces concepts pour interagir directement avec une page web. Avec JavaScript Cell, nous pouvons déjà manipuler des données, effectuer des calculs, etc. Mais tout cela se passe uniquement dans la console. Il n'y a pas d'effet visible sur la page elle-même. Pour que JavaScript puisse modifier le contenu de la page, ajouter des éléments ou réagir aux actions des utilisateurs comme des clics et bien plus encore, nous allons utiliser un outil appelé DOM pour Document Object Model. Dans cette partie, nous allons apprendre les bases du DOM pour manipuler nos pages web. Commençons avec notre partie pratique. Donc, j'ai juste trois fichiers. Donc, j'ai index.html, index.js et style.css. Et dans index.html, j'ai juste des codes basiques. Donc, j'ai juste lié mon fichier JavaScript avec mon fichier CSS aussi. Donc, j'ai un titre, j'ai deux paragraphes et il est temps maintenant qu'on puisse passer et découvrir maintenant les DOM. Alors, avant de commencer avec les DOM, il faut comprendre qu'en JavaScript, il y a des variables globales. Alors, ces variables globales vont nous aider, vont nous donner plus d'informations et ça va nous donner beaucoup plus de données dont nous aurons besoin pour manipuler certains éléments. Par exemple, avec JavaScript, en travaillant dans le navigateur, nous avons la possibilité d'avoir accès sur l'objet ou sur la variable window. Cette variable ici va nous donner tous les détails concernant la fenêtre du navigateur ouverte. On peut nous donner la taille de cette fenêtre, on peut nous donner l'URL de cette fenêtre, on peut nous donner beaucoup plus d'éléments. Regardez, je vais vous montrer en JavaScript, je vais faire console.log, window. Je vais enregistrer. Et regardez dans la console ce que j'ai cet objet ici et il y a beaucoup d'éléments. J'ai la fonction alert. Alors peut-être que vous l'avez déjà utilisé. Ça, alerte, c'est une fonction qui permet d'alerter, au fait d'envoyer un message à l'utilisateur. Regardez, je vais faire par exemple window.alert et puis je vais faire salut. Regardez, quand j'enregistre, j'ai l'alerte qui est là. C'est que tout ça, c'est disponible dans la fenêtre du navigateur. Alors, j'ai plusieurs éléments ici. Vous pouvez découvrir ça. Ce sont des détails ou ce sont des données qui concernent ma fenêtre dans laquelle, la fenêtre dans laquelle ma page est ouverte. Alors, une fois que nous avons les données sur la fenêtre, par exemple, on peut savoir aussi la taille. Donc, je peux faire console.log window.innerWidth. Donc, ça, c'est pour savoir la largeur. Regardez, c'est qu'on me dit que la largeur de ma fenêtre maintenant est à 334. C'est une fois que j'essaie un peu d'agrandir, je vais vous montrer. Cette fois, ça va augmenter. Regardez, je vais essayer un peu d'actualiser. Alors, je vais agrandir ici. Je vais voir. Regardez directement, ça change. Donc 608, j'ai 608 qui est là. Donc là, ça me donne des détails sur ma fenêtre, ça occupe quelle taille et bien plus encore. Alors, à part les Windows, j'ai une autre variable qui va beaucoup plus nous intéresser, que nous allons utiliser, c'est ça la variable globale qu'on appelle les DOM ou les documents. Alors, je vais vous montrer, je vais faire console.log document. Document, maintenant, c'est ça notre page web. Regardez, quand je vais mettre le curseur dessus, et directement, c'est ma page qui est sélectionnée. Parce que les documents, c'est ça notre structure HTML. Regardez, quand vous cliquez juste sur la flèche ici, et il y a tous nos codes HTML qui sont là. C'est que c'est une représentation de notre document HTML en JavaScript. Alors, ça, c'est une variable globale. Ça veut dire que vous pouvez y accéder n'importe où. Vous n'avez même pas besoin de créer cette variable. Vous pouvez accéder de n'importe où dans votre code JavaScript. Alors, une fois que vous venez de découvrir c'est quoi une variable globale, découvrons maintenant comment est-ce qu'on peut faire sélection des différents éléments. Comme je vous ai dit, avec les DOM, on peut faire beaucoup d'éléments. On peut modifier, on peut ajouter, on peut supprimer les éléments et bien plus encore. Mais avant d'apporter toutes ces modifications, comme on les fait en CSS, on doit sélectionner l'élément sur lequel on veut appliquer ces modifications. C'est pourquoi la variable globale document nous donne différentes méthodes de sélectionner les éléments HTML. Mais pour nous, nous allons découvrir des éléments juste les plus essentiels et qui vont vous permettre de faire la sélection de chaque élément, peu importe l'ID, peu importe la classe, peu importe
tout ce que vous voulez, ça marche toujours. Alors, je vais vous montrer, nous allons premièrement utiliser Query Selector. Donc, par exemple, je vais sélectionner le titre qu'il y a ici. Je vais sélectionner les H1. Comment est-ce que je vais faire? Je crée une variable que je vais appeler titre. Et cette variable va maintenant stocker les contenus qui se trouvent dans titre. Donc, je vais faire ici document. Je vais faire document.querySelector. Et puis, je mets maintenant ici, par exemple, je mets H1. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner par exemple H1. Le H1 est là. Et puis, je vais faire maintenant console.log titre. Je vais voir ce que ça me donne. Et regardez, il y a mon titre qui est stocké dans cette variable titre. Là, je viens de sélectionner un élément HTML et je viens de stocker ça dans une variable JavaScript. Je sais que vous demandez, une fois sélectionné, qu'est-ce que je vais faire avec? Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Continuons d'abord, terminons avec les histoires de sélection. Alors, imaginez bien dans votre travail, vous avez plusieurs titres. Regardez, je mets ici un autre H1. Je mets par exemple, voici un autre titre. Quand j'enregistre, on continue toujours à me donner ça. Et ces caractères, c'est parce que en réalité, JavaScript va prendre juste les premiers éléments qu'il va trouver et ça va s'arrêter par là. C'est pourquoi souvent, on va utiliser par exemple des classes pour identifier. Par exemple, je mets classe titre 1. Alors, ça c'est pour identifier les titres 1 au titre D. C'est là que je peux venir par exemple, une fois je vais sélectionner, je vais venir ici, je vais faire par exemple les titres D aussi. Par exemple, si une fois maintenant je veux sélectionner les titres D, comment est-ce que je vais faire? Je vais juste venir, comme on le fait à CSS, je vais faire point titre 2. Et puis je vais enregistrer et regarder, j'ai directement les titres D qui est sélectionné. C'est qu'avec les Query Selector, c'est un sélecteur qui va nous permettre de sélectionner juste un seul élément et chaque sélecteur CSS est possible ici. Donc on peut utiliser dièse pour les ID et bien plus encore. Alors, à part cela, il y a la sélection maintenant de plusieurs éléments. Par exemple, j'ai différents paragraphes ici. J'ai deux paragraphes et que je vais sélectionner tous les paragraphes qui se trouvent dans mon document. Comment est-ce que je vais procéder? C'est là que je vais faire recours à la méthode qu'on appelle Query Selector All. Donc, c'est pour sélectionner tous les éléments qui remplissent les critères que je vais définir. Par exemple, j'ai fait const paragraphe. Je vais mettre ça sera égal à document.querySelector All. Donc, je sélectionne tous les éléments. Puis, donc, si une fois je mets juste les éléments comme ça, sans point, sans dièse, c'est qu'on fait référence à une balise HTML. Mais si une fois je mets point, on fait référence à une classe. Si une fois je mets dièse, c'est que je sélectionne l'ID et bien plus encore. Alors maintenant, là, je vais mettre P, c'est que ça va chercher tous les éléments et il y a P dans mon document. Je vais faire console.log paragraphe et je vais voir ce que ça va donner. Et regardez, j'ai une liste qui contient des éléments. Si une fois j'ajoute un autre paragraphe, qu'est-ce que ça va donner? Lorem, par exemple, 10. Regardez, je viens d'avoir 3 éléments, 3 paragraphes. C'est que ça sélectionne tous les éléments P qui se trouvent dans mon document. Et c'est comme ça qu'on sélectionne. Par exemple, vous pouvez aussi avoir, par exemple, des cartes sur votre site web. Vous pouvez juste faire, par exemple, point carte. Et là, ça va sélectionner toutes les cartes qui se trouvent sur votre page web. Et vous pouvez décider quoi faire après. En parlant de sélection, les deux outils ici vont vous permettre de faire une sélection de chaque élément en JavaScript en utilisant DOM. Une fois que vous venez de terminer avec la sélection, vous pouvez faire plusieurs choses avec JavaScript, avec les éléments que vous avez sélectionnés. On peut faire des modifications telles que changer les contenus d'un texte, on peut changer les styles, on peut changer beaucoup d'éléments. Vous pouvez ajouter une classe, supprimer et bien plus encore. Je vais vous montrer juste quelques éléments qu'on peut changer. Les autres, vous pouvez découvrir ça en faisant des projets. Je vais commencer par exemple, je vais changer les contenus de mon titre. Je vais faire titre, point. Alors, sur chaque élément HTML que j'ai sélectionné, j'ai différentes méthodes, j'ai différentes propriétés. Regardez, là, j'ai plusieurs éléments que je peux appliquer sur cet élément HTML. Par exemple, je peux faire text content. Alors là, c'est les contenus. Je peux voir, si une fois je fais console.log titre.text content, va m'afficher les contenus actuels de mon titre. Tout comme je peux faire text content égal, c'est pour changer. Je peux dire par exemple
voici les nouveaux contenus. Puis je vais enregistrer et regardez, voici les nouveaux contenus. Donc, j'ai sélectionné le deuxième titre, c'est pour cela que ça s'affiche ici. Regardez, voici les nouveaux contenus qui est là. C'est que je change facilement le contenu d'un élément HTML. Je peux changer son style. Et là, c'est avec avec la propriété style que je vais trouver dans toutes ces propriétés ici que je peux appliquer sur un élément HTML. Donc, je vais faire style. Une fois que je mets style, alors, désolé, style, et puis je vais mettre maintenant, je dois utiliser n'importe quelle propriété CSS possible. Une fois que je mets style, je vais utiliser par exemple le background color, je peux utiliser background, je peux utiliser border et bien plus encore. Alors, ici, il faut marquer que je ne vais pas, par exemple, je vais utiliser background color. Je ne vais pas faire par exemple background-color. Là, c'est une erreur. Donc, ici, lorsqu'il y a des tirés, on utilise plutôt, je mets les mots qui vont suivre en majuscule. Donc, je mets background color et puis je vais mettre par exemple green. Donc, je veux que la couleur défaut puisse être verte. Regardez directement, j'ai la couleur qui vient de changer. Par exemple, je vais changer la couleur plutôt du texte. Je vais faire style.color sera égal par exemple à white. Et regardez directement, il y a mon contenu qui est en train de changer. C'est que je change les styles. Alors, je peux ajouter par exemple une classe. Donc, je peux faire par exemple dire titre.classList. Alors, ça, c'est une fonction ou c'est une méthode en JavaScript qu'on applique sur les éléments qui vont nous permettre, ça peut nous afficher la classe qui se trouve sur notre élément. On peut ajouter, par exemple, je fais classList.add. C'est pour ajouter une classe à un élément. Et alors là, je vais passer la classe que je vais ajouter, par exemple, paragraphe. Et puis, je vais enregistrer. Et regardez, j'ai le contenu qui est là. Alors, dans mon fichier CSS, j'ai la classe paragraphe. C'est trop simple, vraiment, il n'y a rien de spécial. C'est pour cela que ça a appliqué les styles ici et ça descendit. Donc, je peux faire beaucoup plus de modifications comme vous voulez et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Une des choses que j'aime beaucoup plus avec JavaScript DOM, c'est qu'on peut ajouter des événements. Alors, une fois c'est fait, une fois que vous venez d'apprendre comment apporter des modifications sur des éléments, souvent les modifications apparaissent après une action de l'utilisateur. C'est pourquoi je vais devoir ajouter un petit bouton. Je vais mettre un bouton ici que je vais appeler par exemple clique-moi. Alors ça c'est un bouton qui est là. Et ces boutons, je vais ajouter par exemple un événement sur ces boutons. Alors c'est pour cela, c'est toujours conseillé d'ajouter par exemple des ID ou des classes parce que dans ma page web, je vais avoir plusieurs boutons. Je vais faire par exemple action. Je vais enregistrer. Et puis ici dans index, avant d'ajouter un événement sur un élément HTML, il faut d'abord sélectionner cet élément. Alors je vais faire par exemple classe const btn pour bouton égale à document.querySelect. Donc je vais sélectionner les documents et j'ai ajouté l'ID action. Donc je vais faire juste dièse action. Et là directement pour tester, je peux te faire console.log btn. Voilà, j'ai mal écrit. Je vais voir ce que ça donne. Ok, directement, mon bouton est là et c'est sélectionné. Alors, comment est-ce que je vais devoir ajouter un événement sur ces boutons? C'est là que je vais faire btn.addEventListener. Alors, ça, c'est un élément qu'on applique sur chaque élément HTML. Donc, c'est une méthode qu'on applique sur chaque élément HTML pour ajouter un événement. Alors, ça, c'est une fonction qui prend en paramètre, premièrement, la première chose, c'est le type d'événement. Quel événement voulons-nous écouter? Donc, c'est un écouteur d'événement en quelque sorte. Ça va écouter lorsqu'on va cliquer. OK, donc on a cliqué, ça informe directement, ça lance une fonction. Alors, le premier paramètre, c'est quoi? Ça sera l'événement que je vais écouter. Il y a plusieurs événements, mais moi, je vais sélectionner l'événement clic. Alors, le deuxième paramètre maintenant, c'est la fonction qui sera exécutée une fois le clic est appliqué sur ces boutons là-bas. Alors, je vais utiliser les arrow functions, donc les fonctions fléchées. Je vais mettre ici parenthèse égale et puis je mets ceci. Donc, ça, c'est une fonction. Vous pouvez créer une fonction à part, tout comme vous pouvez juste le faire sur une seule ligne. Et puis, je vais faire maintenant, par exemple, console.log. Je suis
cliquer. Voilà, et puis je vais enregistrer. Alors, regardez ce que ça va donner. Je vais venir, je vais cliquer dessus. Je suis cliqué. Ok, c'est que ça marche très bien. Alors, une fois c'est fait, une fois on clique, je peux décider par exemple de faire différentes choses. Par exemple, une fois on clique, je vais changer la couleur des fonds de mon body. Une fois on clique, par exemple, je vais faire quoi? Je vais par exemple changer les textes de mon paragraphe. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez exécuter une fois le clic est effectué. Et c'est un peu avec les contenus du titre 1. Je vais venir ici. Je vais sélectionner le titre 1. Const titre 1 sera égal à document.querySelect. Je vais sélectionner, je crois que j'ai mis titre 1. Cette fois, je ne me trompe pas. Voilà, c'est ce que j'ai ici. C'est une classe, donc je vais utiliser point. Alors, une fois que je vais désélectionner titre 1, je peux juste dire titre 1.text content. Je vais changer les contenus. Ces titres changent après clic. Et puis, je vais enregistrer. Alors, regardez ce que ça va donner. Je vais venir ici, je vais cliquer. Waouh! Et directement, ces titres changent après clic. Alors, ça marche très bien. C'est qu'on peut changer, on peut modifier les éléments dépendamment du clic de l'utilisateur. Et par exemple, on peut cacher certains éléments. Par exemple, je vais cacher les titres ici. Lorsqu'on clique sur le bouton, je peux juste venir et faire titre 1. Alors, je peux voir les titres qu'il y a ici. Donc, j'ai la variable que j'ai créée, j'ai les titres ici. C'est ça, les titres D. Je peux juste appliquer les styles, par exemple, style.display. Et puis, je vais mettre ici none. Alors, c'est que j'ai dit, lorsqu'on va cliquer, je veux que les positions, donc je veux qu'on puisse faire disparaître l'élément sur l'écran. Je vais enregistrer, je vais vous montrer. Je vais venir ici et je vais faire clique-moi. Voilà, directement. Le deuxième titre vient de disparaître. Il y a les titres ici qui viennent de changer aussi les contenus. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec les actions. Il y a les actions comme les double-clics, Il y a les actions comme le mouse over, donc lorsqu'on met la souris sur l'élément. Donc, il y a plusieurs actions. Vous pouvez découvrir ça même sur Google sans problème. Mais les actions ont toujours presque la même logique. Alors, une des dernières choses que j'aimerais qu'on puisse parler concernant les DOM, c'est un peu les formulaires. Alors, je vais faire ici formulaire. Par exemple, j'ai un input. Donc, par exemple, j'ai un texte. Et donc, je demande à l'utilisateur de saisir son nom. Je vais appeler ça nom. Et puis, je vais enregistrer. Et puis, je vais mettre un bouton valider. Et puis, j'ai enregistré. Alors, j'ai ces petits formulaires ici. C'est trop basique et trop simple vraiment. Donc, attendez, je vais agrandir un peu. J'ai juste un input. On saisit un nom. Et puis, il va valider. Je peux mettre ici, par exemple, un placeholder. Veuillez saisir votre nom. Et puis, je vais enregistrer. J'ai cet input et j'ai les boutons. Alors, comment est-ce qu'on va gérer maintenant les formulaires? Je veux que lorsqu'on soumet, lorsqu'on clique sur valider, regardez, par défaut, lorsqu'on clique sur valider, il y a le navigateur qui s'actualise directement. Moi, je ne veux pas ce comportement. Moi, je veux que ça change. C'est là que je vais maintenant venir. Je vais faire, par exemple, je vais commencer par sélectionner mon formulaire. Const form sera égal à document.querySelect. Alors, vu que c'est un seul formulaire, je peux juste utiliser les sélecteurs d'éléments. Donc, je vais jeter form. Une fois que j'ai les formulaires, je vais écouter sur l'événement submit. Parce que lorsqu'on soumet un formulaire, c'est que c'est un événement que l'utilisateur fait. Ce n'est pas un clic simple qu'on fait, mais plutôt, une fois que j'écris ici et que j'ai fait ici, je viens de soumettre un formulaire. Alors, je peux écouter cet événement. Je peux juste faire form.add_event_list. Donc, pour chaque formulaire, je peux écouter l'événement, par exemple, submit. L'événement de soumission des formulaires. Une fois que l'utilisateur soumet les formulaires, alors, je peux prendre un paramètre et. Donc, je vais passer une fonction. Et cette fonction peut en paramètre l'événement submit. Et cet événement ici, c'est l'événement qui va nous donner des détails concernant la soumission que l'utilisateur a fait. Alors, la première des choses, c'est quoi avec ces et?
c'est elle nous donne une fonction qui va nous permettre de stopper les caractères par défaut du navigateur. Regardez, quand je tape ici et que je clique sur valider, directement ma page s'actualise. Moi, je ne veux pas ces comportements. Je veux que ça puisse rester comme ça. Moi, je vais traiter mes données personnellement. Je peux juste venir dire point, et puis je vais faire prevent default. Donc, j'ai dit au navigateur, lorsqu'on va soumettre ce formulaire, je ne veux pas que tu puisses actualiser la page. Je vais rester là. Donc, regardez, quand je vais taper par exemple un nom, Nathalie, quand je valide, rien ne se passe. Et là, c'est les comportements que je voulais. Alors, maintenant là, lorsqu'on valide, je vais avoir la valeur de cet input-là. Comment est-ce que je peux procéder pour avoir la valeur de cet input? C'est trop simple. Je vais me dire, OK, j'ai l'input ici. Là, il dit par exemple, je mets ici texte. Je mets par exemple nom. Je peux juste venir ici en JavaScript. Dans cette fonction, je peux juste faire compte nom. C'est égal à document.querySelect. Et puis, j'ai utilisé un ID. Donc, je fais dièse non. Alors, une fois que je sélectionne ça, cette propriété ici, cet input, a la valeur ou a une méthode qu'on appelle value. Donc, je peux juste faire console.log non.value. Et là, je vais récupérer la valeur de cet input. Regardez, je vais mettre Nathalie. Quand je clique sur valider, directement, j'ai Nathalie qui est affichée. Alors, moi, ce que je peux faire, par exemple, lorsqu'on clique dessus, lorsqu'on valide les formulaires, je vais dire ici, par exemple, le titre 1, je vais mettre « Bonjour Nathalie ». Là, c'est trop simple. Vous savez déjà comment est-ce qu'on va procéder. Je vais faire titre 1. Voilà, titre 1 n'est pas sélectionné. Bon, alors, je vais que titre 1 puisse être accessible globalement. Donc, je coupe ça et je mets ça juste après les titres 2. Donc, je peux juste venir, je vais faire titre 1. Et puis, je vais faire point text content. Ça sera égal. Alors, je vais utiliser les backticks. Bienvenue. Et puis, je mets maintenant la variable. Je mets par exemple nom.value. Puis, je vais enregistrer. Regardez ce que ça va donner. Si une fois je mets par exemple Nathalie, valider, bienvenue Nathalie. Et si une fois je mets notre nom, par exemple, je mets Accenti, valider, bienvenue Accenti Baïga. Alors, je peux décider quoi faire une fois la soumission des formulaires est effectuée. Et c'est comme ça qu'on gère les formulaires avec JavaScript. Alors, après toutes ces bases, nous allons un peu parler du DevTools. Le DevTools est un outil qui va nous faciliter la tâche afin de déboguer nos pages web. Je vais vous montrer ça. Vous l'avez déjà utilisé peut-être, mais vous n'étiez pas informé. Je vais devoir fermer. Le DevTools, c'est lorsque vous clic droit et puis vous cliquez sur Inspecter. L'élément que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle DevTools. C'est un élément qui va nous permettre de déboguer nos codes HTML, de voir les résultats de notre console, de voir beaucoup plus d'éléments, les requêtes réseau qu'on effectue et bien plus encore. Par exemple, ici, nous sommes déjà dans Responsive. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, on peut tester par exemple si une fois notre site web s'affiche comment sur différents appareils. Alors, je peux venir ici, je peux augmenter la taille, je peux réduire comme je veux. Et si une fois vous n'êtes pas ici, regardez, il y a des outils ici. Donc, il faut vous rassurer que l'élément ici est coché. Donc, il faut cliquer ici. Quand vous cliquez, directement, vous allez voir dimension responsive. Vous pouvez sélectionner, par exemple, et voir comment est-ce que votre application web va s'afficher ou votre page va s'afficher dans des iPhone XR. Par exemple, dans iPhone 12 Pro, dans iPad mini, comment est-ce que ça va s'afficher? C'est à vous donc de décider. Là, vous pouvez voir comment est-ce que ça va vous permettre de faire les débogages en termes de responsive web design. Deuxièmement, nous avons ces panneaux ici. C'est ce que je te dis souvent. Ces panneaux ici, nous avons premièrement éléments. Cette partie-ci va nous permettre de voir nos codes HTML. Comment est-ce que ça se présente dans notre document? Regardez, mes codes sont là. Alors, c'est facile pour vous, vous pouvez faire des débogages, regardez ce qui ne va pas dans votre application, de regarder réellement les codes que les navigateurs reçoivent. Deuxièmement, nous avons cette partie ici sur la console, je suis sûr que vous l'avez déjà utilisé beaucoup même. C'est là où on voit les résultats des JavaScript.
Nous avons cette partie ici sur source. C'est là où il y a nos différents codes HTML. Regardez. Donc, c'est là où est notre partie, où nos codes sont stockés dans le navigateur en quelque sorte. Donc, il y a tous nos codes qui sont là. Il y a la partie sur Network. Alors, la partie sur Network, c'est la partie qui va me permettre de nous afficher les requêtes qu'on fait sur Internet. Alors, lorsque vous faites une requête sur Internet, une fois que vous venez ici sur Network, on va vous montrer différentes requêtes que vous faites. À part cela, nous allons la partie de performance, c'est pour tester la performance de votre application web. Et il y en a encore bien plus d'éléments. Alors ici sur Network, vous pouvez par exemple changer les conditions des réseaux. Par exemple, vous pouvez mettre si une fois l'utilisateur est hors ligne. Vous pouvez dire par exemple si une fois l'utilisateur a la connexion 3G, 4G et bien plus encore. Alors ça c'est les DevTools. Je vous conseille de l'utiliser souvent pour déboguer vos applications web et ça va vous permettre d'avancer et de savoir où se trouvent les erreurs. Avant de terminer notre vidéo, parlons un peu des NPM. Pour Node Module Manager. NPM est un gestionnaire du package et qui va nous permettre de gérer différentes bibliothèques que nous allons utiliser dans notre projet. Comme vous le savez, on ne crée plus la roue. On ne réinvente plus la roue. Imaginez, il y a des gens qui ont déjà créé des fonctions pour ça. Il y a des gens qui ont déjà créé, par exemple, une bibliothèque pour faciliter cela. Ils vont mettre ces genres de bibliothèques accessibles à tout le monde. Et c'est là que NPM va nous permettre d'installer ces bibliothèques, de gérer les versions et bien plus encore. Alors, afin d'avoir accès à NPM, il faut devoir installer Node.js. Alors, rendez-vous sur nodejs.org. Alors, vous pouvez choisir la version de votre choix. Partez sur Download. Alors, une fois que vous êtes en français, il faut cliquer sur Télécharger et partez sur Pbuild. Donc, choisissez maintenant la version selon votre ordinateur. Alors moi j'ai un Mac, alors j'ai MacOS là-bas. Mais si vous avez Windows, vous pouvez choisir Windows et ça va marcher très bien. Il faut installer Node.js. Une fois Node.js installé, directement, comme vous pouvez le voir, il y a un NPM qui est inclus. Alors, il y a NPM. Voilà, je vais partir sur NPM. C'est une plateforme qui regroupe toutes les bibliothèques JavaScript disponibles. Alors, vous pouvez chercher un package, une bibliothèque comme vous voulez. Par exemple, je peux chercher par exemple Angular. On va me montrer Angular. Regardez, il y a différentes données qui sont là. Il y a Angular Core, il y a Common et bien plus. Je peux taper ici par exemple React. Alors, ce sont des bibliothèques, ce sont des librairies. Une fois je clique dessus, regardez. Voilà, je vais essayer un peu d'agrandir. On me montre et voilà, il y a des données qui sont là. On me dit que voilà, React est téléchargé 27 541 263 fois par semaine. Donc, ce sont des données, on me donne pour chaque package. Il y a plusieurs packages ici. Et c'est à vous maintenant de choisir les packages que vous allez utiliser. Et tout cela, c'est grâce à NPM. Regardez, pour installer un package, on fait juste NPM i et puis le nom de la package. Du package esquissé. Alors, ici, je vais vous montrer quoi. Par exemple, moi, je vais devoir démontrer en utilisant la bibliothèque Axios. Axios, c'est une bibliothèque qui nous facilite les recherches avec les API. Alors, je vais venir ici. Regardez, Axios est téléchargé 55 millions de fois. Donc, c'est vraiment, elle est beaucoup plus utilisée. Je vais cliquer sur copier. Je vais venir ici dans mes codes. Donc, je vais essayer un peu d'agrandir ceci. OK. Et puis, je vais ouvrir mon terminal. Alors, rassurez-vous d'avoir installé Node.js pour que ça puisse marcher. La première des choses que je vais faire, c'est quoi? C'est initialiser mon dossier ou mon projet. C'est la première des choses à faire parce qu'il faut que je puisse traquer tout le package que je suis en train d'installer, toutes les bibliothèques, les versions et bien plus encore. C'est pourquoi je vais initialiser NPM dans mon projet. Je vais faire NPM init. Une fois que j'ai fait NPM init, on va me demander quelques questions. Alors, c'est quoi le nom de mon package, donc en général? Par exemple, je vais l'appeler le nom de mon projet. Par exemple, je l'appelle DOM. La version, donc ça concerne mon projet. Par exemple, c'est la version 1.0.0. Je vais Enter. Description, je peux décrire mon application, genre une application
une application de démonstration. Puis je vais valider. Entry point me dit donc les fichiers d'entrée. Bon, par exemple, pour moi, c'est index.js. Bon, je laisse ça par défaut. Test comment, je n'ai pas ça, je peux ignorer. Git repository, j'ignore. Keywords, mots-clés de mon projet. Alors, tout dépend de vous. Vous pouvez mettre, par exemple, DOM. Vous pouvez mettre, par exemple, JS. Alors, auteur, je peux mettre, par exemple, Malak ici. Licence, je peux sauter. Et puis, on me donne on m'affiche les détails. Et puis, je n'ai qu'à valider. Juste dire yes. Et puis, je vais valider. Alors, regardez très bien, directement dans mon dossier, j'ai ces fichiers ici qu'on appelle package.json. Alors, ces fichiers à pour de quoi? C'est les fichiers qui vont permettre de gérer tous nos packages dans mon projet. Regardez, j'ai les noms. Mon projet, c'est DOM. Je suis à la version 1.00. J'ai la description que j'ai tapée. Donc, j'ai toutes les informations que j'ai besoin pour mon application. Une fois que j'ai ce package.json, je peux maintenant commencer à installer des bibliothèques dans mon projet. Je vais commencer par la première bibliothèque que je vais utiliser, que je vous ai dit. Donc, je vais faire npm install. Donc, vous pouvez faire install ou soit vous pouvez mettre i. Et puis, je mets Axios. Je vais devoir valider. Il faut une connexion pour que ça puisse installer ça directement. C'est fait pour moi. Regardez maintenant dans les fichiers package.json. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Premièrement, dans mon fichier package.json, j'ai j'ai la propriété dependencies qui vient de s'ajouter. Et là, ce sont dependencies, ce sont des dépendances. Donc, on va me dire, OK, votre projet, pour que ça fonctionne, vous aurez besoin, par exemple, des Axios. Et on me montre directement la version d'Axios que j'ai. Je viens d'installer Axios version 1.7.7. Deuxièmement, il y a les dossiers ici qui viennent de se créer, Node Modules. Alors, ces dossiers ici, c'est là où on stocke les codes des différents packages que nous sommes en train d'installer. Alors, au fur et à mesure que vous serez en train d'utiliser package.json ou soit npm, ces dossiers sera toujours là et c'est dans ces dossiers où on sera en train c'est là où on met les codes des différentes bibliothèques qu'on est en train d'utiliser. Alors, ne vous inquiétez pas vraiment, ne vous inquiétez pas de ces dossiers ici. Il est juste là, ne les touchez même pas. Faites comme si ça n'existait pas parce que vous n'aurez même pas utilisé ces dossiers. C'est juste un dossier qui va permettre de stocker les codes que vous aurez besoin pour vos bibliothèques. Et souvent, une chose que j'aime avec les fichiers package.json, c'est que vous pouvez supprimer ces dossiers Node Modules, mais le fait que vous ayez juste package.json, vu que package.json contient déjà les différentes dépendances ou les différentes bibliothèques de votre projet, vous pouvez juste faire npm install et du coup ça va encore installer tous les packages dont vous aurez besoin. Alors regardez, je vais essayer un peu de supprimer ces dossiers, je vais delete. Une fois que je supprime, je peux juste venir ici et je vais faire quoi? Je vais venir sur terminal et puis je vais faire npm i. Alors, vu que dans mon fichier package.json, ici sur dependencies, on a Axios, c'est que pour moi, on va juste installer Axios. Je vais valider et ça va installer pour moi Axios. Regardez, j'ai Axios qui est là.